Il est une des richesses incontestables de France, le patrimoine historique. Châteaux, églises, cathédrales, forteresses, ouvrages du génie civil, 35 000 édifices qui abritent notre passé et un trésor inattendu, la faune sauvage. Alors que la biodiversité décline, de plus en plus d'espèces se réfugient dans nos monuments. Ces architectures imposantes, de pierre ou de briques, offrent gîtes, refuges et protection. Mais lors de travaux, quand le public afflue, ces sanctuaires se transforment en pièges. Certes, le bâti et l'animal sont protégés par les lois, mais lequel doit primer? Nous avons rencontré des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à ces questions. Trouver le juste équilibre, c'est leur mission, leur passion. Ils nous invitent à un voyage inédit, revisiter notre héritage dans les yeux des animaux. Voici Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de briques au monde. Un joyau du savoir-faire médiéval. Ici, à Albi, dans le Tarn, deux merveilles du patrimoine sont réunies. D'un côté, ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique méridionale. De l'autre, une espèce sauvage, rare et protégée, le faucon pèlerin. Ces oiseaux ont élu domicile sur le clocher de la cathédrale depuis plus de 30 ans. Christophe Morel, ornithologue, dirige la Ligue de la protection des oiseaux du Tarn. Il découvre la présence des faucons en 1986. Claire Cany, qui a rejoint l'association il y a 5 ans, est une inconditionnelle de l'oiseau. C'est le mâle, c'est le mâle. Oui, c'est le petit mâle. Ah, t'as vu les pigeons? Ils ont le trouillomètre à 0, le pigeon. Tous les deux ont le même but, faire connaître et partager cette chance de voir ces merveilles réunies. Il dépose des œufs à même le gravier, donc avec les pattes. Quand il est au sommet de son donjon et qu'il fait pratiquement 80 mètres de haut, le donjon n'étant pas visitable, en fait il a la quiétude et il domine le danger. D'accord. Donc à partir de là... Comme en milieu naturel. Quoi. Voilà, tout à fait. Et puis ça grouille de pigeons, donc il a la nourriture et l'un des plus beaux balcons d'Albi. Voilà. Ah oui, je perçois le nichoir. Donc il est vide. Les gens sont extrêmement étonnés de voir l'oiseau. Et à chaque fois, on a des yeux émerveillés. C'est exactement le mot des gens qui sortent les yeux de la lunette en disant oh, « On n'aurait jamais imaginé !» Claire non plus n'aurait jamais imaginé qu'en s'installant à Albi, elle serait autant émerveillée par la vie sauvage. C'est ma balade de la journée. Pendant 2-3 heures, je vais vérifier si les faucons vont bien. La cathédrale d'Albi domine, avec son clocher de 78 mètres. Vue du sol, ses murs lisses donnent le vertige. Inaccessible aux hommes, elle reproduit cependant une falaise idéale pour les faucons. En mal d'habitat, un couple de pèlerins a choisi de nicher sur l'édifice religieux. C'est un privilège d'approcher des animaux qui sont si sauvages. On ne les a jamais touchés. Ils sont sauvages, ils ont décidé de venir là. On les a juste incités à rester en leur mettant une boîte avec des cailloux pour mettre leurs œufs, c'est tout. Il est beau, il a du caractère,
Il a une majesté extraordinaire. Même quand il est posé sans rien faire, il a de la gueule. Voir un animal vivre, c'est vivre soi-même. C'est vivre pleinement. Et c'est ça qui est important. Les membres de la LPO font un suivi régulier du couple. Pour cela, une coopération avec les responsables du monument est nécessaire. Aujourd'hui, Claire a rendez-vous avec l'architecte qui veut lui montrer une curiosité. De loin, sur les murs des tribunes, les fresques semblent de simples formes géométriques. De près, là où le public ne peut accéder, on y découvre de belles surprises. Animaux, plantes, figures humaines. Regardez, Claire, vous voyez d'un petit peu plus près avec vos jumelles, là, Oui. peut-être. Vous allez voir sous les insignes de l'évêque, une Oui. petite niche dans laquelle ils ont représenté des pigeons. Ah oui, je les vois, oui. Vous les voyez là-bas? Oui, oui, je les vois, ils sont beaux. Ils ont Pour ouvert faire- le motif. Pour faire comme une cage. Oui, un petit peu comme pour dire, ils étaient déjà là. C'est joli, oui. Au XVe siècle, on peint les oiseaux sur les parois du monument. Au XXIe, on prend conscience de la rareté de certaines espèces et la nécessité de les protéger. En 1998, pour inciter les faucons à rester, un nichoir est installé. Puis en 2007, des caméras dans ce qui ressemble à des réverbères. Grâce à ces images, les ornithologues découvrent l'intimité des faucons. La relève de la couvaison, l'éclosion des poussins, les premiers essais de vol de quelques 47 petits nés sur la cathédrale. La LPO propose alors un nouveau projet. Partager les images sur Internet pour sensibiliser le public. Mais cela nécessite d'intervenir sur le monument pour changer les caméras et de consulter le conservateur. Ce qu'il faudra qu'on voit, c'est qu'en d'habitude, qu'on fasse attention à l'intégration. Oui, les peintures, les Toujours raccords. les peintures, Voilà. qui soient, j'allais dire, faites proprement, dans les belles couleurs. Ils sont là, ils ne nous dérangent pas, et si ça fait le bonheur aussi de ceux et celles qui aiment comprendre la vie sauvage, notamment de ces oiseaux qui sont assez exceptionnels, j'allais dire, why not? Architectes des bâtiments de France, mairie d'Albi, clergé et Ligue de la protection des oiseaux coopèrent pour une opération de grande envergure. L'intervention a lieu mi-décembre, avant la période de reproduction des oiseaux. Claire s'inquiète du comportement des faucons. S'ils sont trop perturbés, ils risquent de ne jamais revenir. Salut Christophe. Salut. Comment tu vas? Écoute, ça va? Toi Ça aussi? va Théoriquement, ça devrait se faire entre demain et après-demain. Il Ouais. change les câbles aussi? Oui, tout le chemin de câble, tout va être refait parce qu'on a du matériel complètement différent. Ah ouais. De l'analogique, on passe à numérique pour avoir de bien meilleures images. Avec le nouveau système qui va être installé, le public pourra aussi en streaming, avec un léger différé, ils pourront visionner les images, ce qu'on ne pouvait pas faire avec En le direct. système précédent. Voilà. Sur le clocher, les préparatifs débutent. Les faucons ont déserté, comme on s'y attendait. Il y a fort à parier que dès qu'on aura fini les installations, l'oiseau sera là. De toute façon, on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas une grande confiance dans le retour de l'oiseau. Voilà. Peut-être que ce soir il y sera. Je serais pas, Ça m'étonnerait pas du je ne tout. serais pas surpris. Ça Voilà. m'étonnerait pas du tout. La mairie a dû faire appel aux seuls alpinistes de la région capables d'une telle intervention. Oh, c'est beau ça. Allez, c'est parti, alors la montée là. Du coup, tu disais à combien de marches? 360 marches. D'accord. Ah, ils ont bossé les gars à l'époque, c'est magnifique. Hein. L'escalier, incroyable. Waouh, magnifique. « 75 mètres. Le vide est omniprésent. C'est le domaine des oiseaux et des alpinistes.
J'ai une chance inouïe parce que ouais, le site déjà il est juste magnifique, la cathédrale d'Albi. Enfin, c'est gazeux, c'est vertical. Puis ouais, le faucon pèlerin, c'est quand même un oiseau, c'est un boss des oiseaux. C'est un patron des oiseaux, le faucon. Toujours pas de faucons. S'ils ne reviennent pas, tout cela n'aura servi à rien. Ah, ouais, comme d'hab, hein. Hop là. Tiens, aller faire un bisou à une gargouille, c'est juste unique, c'est incroyable. Bon, je pique Dis-moi. le boîtier là. Tu essayes de le centrer entre les deux platines. Donc entre la caméra et l'infrarouge, quoi, Voilà. que ce soit Soit aligné centré au milieu. sur le. Voilà, et centré. Ok, super, je fais ça. Après un coup de peinture et Un coup de après un barbouille. peu de traces un peu plus Ouais, claires, ouais, si je vais c'est faire possible. un trompe-l'œil, quelque chose de... Voilà. On va faire ça, ça marche. Impeccable. Allez, c'est parti. Respecter l'aspect de la façade, c'est la première des missions. La deuxième, se rapprocher d'un monde dangereux, aérien. Jean-Philippe Viarouge et son assistant Xavier Saval défient le vide au service des monuments historiques. Comme des astronautes dans l'espace, ils doivent travailler sans perdre les outils ni les matériaux. Rester concentrés. Dans le beffroi parmi les cloches, les premières images haute définition apparaissent sur les écrans. L'intervention est un succès. Aussitôt, Christophe Morel présente les résultats à la mairie d'Albi, financeur et partenaire du projet Faucon depuis ses débuts. Là, actuellement, c'est ce qu'on voit en direct. Oui, là, c'est vraiment les images qui viennent d'une des caméras. Bruno Layog, adjoint à la biodiversité, se félicite, malgré un petit bémol. Pour l'instant, on n'a pas le faucon, mais bon, sachant qu'on l'a un peu embêté le temps d'installer, de faire tous les réglages. Le suspense sera de courte durée. Le soir même, la Fauconne est de retour, filmée par les toutes nouvelles caméras infrarouges. Claire est soulagée. Elle peut continuer de voir en vrai son animal de compagnie, comme elle l'appelle. Désormais, tous ceux qui le souhaitent pourront suivre en direct la vie des faucons. Ces seigneurs du monde sauvage qui ont préféré la cathédrale à leur falaise. Animaux et monuments entretiennent dans certains cas un équilibre fragile que l'homme peut faire basculer. Nous sommes à Villandry, où le dernier château de la Loire a été bâti. Un bijou de la Renaissance commandé par Jean le Breton, ministre de François Ier. Ce qui fait sa renommée aujourd'hui, c'est moins l'élégance de son architecture que celle de ses jardins. Des merveilles classées au titre des patrimoines historiques, où règnent rigueur, structure et symétrie. En apparence, il n'y a pas de place pour le monde sauvage, et pourtant, le château de Villandry est un modèle de biodiversité. Au nord des jardins, une petite forêt fait partie intégrante du domaine. Chaque année, l'ornithologue Jean-Michel Feuillet y effectue un inventaire. Il utilise une méthode étonnante pour compter les oiseaux. Et là, un oiseau qui vient juste d'arriver, c'est le pinson des arbres qui est derrière nous là. Le château Villandry est dans un lieu, il est à la cassure d'un coteau, il est entouré de forêts.
Et puis il imbrique différents habitats. Le milieu forestier, le milieu jardin, le milieu bâti, le milieu prairie aussi de l'autre côté. Et tout ça, ça va permettre d'apporter une grande diversité d'espèces. Principalement des oiseaux, c'est ce qu'on a étudié le plus, donc 90 espèces, donc c'est pas rien. C'est même beaucoup, au regard des 500 espèces que compte la France métropolitaine. Villandry attire. Certains oiseaux font même 6000 km pour revenir à leur hébergement 4 étoiles. Donc vous disiez que celles-là, ce sont des hirondelles de fenêtre exclusivement? Ouais. Alors, on les reconnaît principalement parce qu'elles sont donc des petites ailes et surtout un croupion blanc. Ah oui. Henri Carvalho, le propriétaire, n'a d'autre choix que de partager son château avec une trentaine de couples d'hirondelles. La loi interdit formellement de les déloger, malgré des nuisances évidentes. Le fait d'accueillir des hirondelles, c'est le coût en quelque sorte du nettoyage de ce qui est sous les nids, et puis d'installer des petites planches ou alors d'acheter des nids artificiels. C'est assez... non, on ne peut pas dire que ce soit un coût très élevé. Il faut savoir s'en occuper en quelque sorte et avoir cette préoccupation à l'esprit. Il faut éviter d'être trop maniaque en fait et de n'avoir rien de naturel qui vienne s'ajouter au monument lui-même. Il y a une forme d'osmose quand même qui existe entre le végétal, la pierre et le vivant. Villandry fait la part belle aux oiseaux, ce qui lui vaut dès 2012 d'être classé refuge LPO pour la biodiversité. Depuis, on ne lésine pas sur les moyens pour accrocher des nichoirs artificiels. Le château et ses jardins n'ont pas toujours été ce refuge de la vie sauvage. Bien au contraire. Ah, c'est très beau. Pendant 40 ans, les animaux l'avaient même déserté. Petit retour en arrière. Les jardins de Villandry, c'est d'abord un projet de famille. Alors je vous propose d'aller dans ce cabinet de travail où justement mon arrière-grand-père Joachim dessinait tous ses plans pour le jardin. Et on rentre également dans la tour médiévale, vous voyez, dans le donjon. Alors allons-y. Quand les arrière-grands-parents d'Henri Carvalho achètent le château en 1906, ils y trouvent un parc à la mode anglaise. Les nouveaux propriétaires veulent revenir au jardin traditionnel de la Renaissance. Mais ils n'ont pour modèle que des gravures anciennes. Mon grand-père, qui ne disposait malheureusement pas de plan de Villandry du XVIe siècle, qui est largement inspiré de ce type de potager qu'il a trouvé dans cet ouvrage qu'il possédait, pour recréer à Villandry, au couchant du château, ce jardin très inspiré de la Renaissance. À chaque fois qu'on se promène dans une pièce, on a toujours les jardins qui forment des tableaux en quelque sorte à travers les fenêtres. Des tableaux colorés, des tapisseries végétales. L'arrière-grand-père d'Henri Carvalho réussit son projet. 6 jardins grandioses. Mais l'héritage demande un entretien colossal, permanent. Les tableaux sont faits de plantes bien vivantes. C'est pourquoi il fait appel aux meilleurs pour s'en occuper. Laurent Portugaise, jardinier en chef, a la charge de ce chef-d'œuvre végétal. C'est super de travailler dans un jardin comme Villandry, mais c'est la démesure. Il y a une structure végétale impressionnante. Il y a 1016 tilleuls à s'occuper, donc qui demandent une taille tous les hivers, tous les ans. On a également 162 ifs en taupière à tailler à la cisaille, 450 pommiers en cordon, 144 poiriers, 400 rosiers, 50 variétés différentes. Villandry, dans le potager, c'est 50 000 plants de légumes, des choux, des salades, des céleris, des tomates, des aubergines, des poireaux. 6 jardins différents, plantés de 52 km de broderies de buis à tailler. Et pour les agrémenter, on plante tous les ans 50 000 fleurs annuelles. 6 hectares qui demandent un travail de titan, surtout dans le potager décoratif. De près, un potager ordinaire. Plus on prend de la hauteur, plus la composition du tableau végétal apparaît. Au fil des saisons, les légumes changent de couleur.
le même carré à 6 mois d'intervalle. Bonjour. Bonjour. Ça va en forme? Ça va. Vous en êtes où à peu près? Il nous reste de chaque côté de la fontaine et puis de la grande rampe côté douche. Allez, on y va. Pour un résultat de cette perfection, les jardiniers ont recours pendant 40 ans aux pesticides. Nous sommes alors dans les années 70 et la vie sauvage fuit les jardins. Il faut attendre 2007 et l'arrivée de l'Oran portugaise pour que s'opère une vraie révolution, le passage au bio et aux méthodes douces. Assez rapidement, j'ai proposé à M. Carvalho de supprimer tous les produits chimiques. C'est-à-dire d'avoir un jardin un peu plus naturel. La première raison, c'était préserver la santé des jardiniers, parce que je les voyais utiliser beaucoup de bidons, de masques et de gants. Donc on a essayé de supprimer tout ça. M. Carvalho me donne l'obligation de veiller sur l'état sanitaire des plantes. On les maltraite quelque part, on les force, on force la nature, on les taille, on les bichonne également, mais voilà, il faut vraiment s'occuper de leur état sanitaire, éviter les maladies. Renoncer aux pesticides a eu 2 conséquences directes. Un besoin de main-d'œuvre et des attaques de toutes parts. La dernière en date concerne la structure même du jardin, le buis. Décision douloureuse a été prise de tout remplacer. Les gens pensent qu'on les enlève pour la pyrale du buis. Oui, le problème, c'est que la maladie, ils ne la connaissent pas. Donc, la grosse problématique du public, c'est la pyrale du buis, alors que nous, que ce problème-là. Nous, la problématique, c'est le champignon. Le cylindrocladium, un champignon presque invisible. Il s'attaque aux feuilles et finit par tuer la plante. Et pas n'importe quelle plante. Donc on remplace ces buis qui ont 100, 110 ans, qui ont été plantés par l'arrière-grand-père de M. Carvalho. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur. Mais en même temps, on a dans ce potager 7 km de buis. Donc il faut qu'on garde notre broderie, cette structure-là qui est magnifique. Le retour au bio réveille la vie des jardins. Les maladies d'abord, puis la faune sauvage. J'ai vécu une année de chimique. Non, il y avait vraiment 0 insecte dans le jardin. C'était long à s'installer, finalement. Même nous, on a découvert des choses. Il a fallu 2-3 ans pour que l'équilibre naturel s'installe. Un équilibre entre les animaux désirables et indésirables. Là, on tombe sur un foyer de puceron à la Niger. Comme la cochenille blanche, là, ça fait une protection de duvet blanc. Et dessous, il y a toute une colonie. Sans produits chimiques, il y a une solution au problème des pucerons. Son prédateur naturel, la coccinelle. Donc c'est vrai qu'au début, quand on ne savait pas, on a mis des lâchers de larves de coccinelles, des coccinelles d'élevage. Et puis on s'est vite aperçu que naturellement, elles sont là. Il y a plus de 7 espèces de coccinelles. On a les coccinelles, mais on a les variétés de cirfes. On a les petites guêpes parasitoïdes aussi, difficiles à voir. Mais pareil, il y en a plusieurs variétés dans le jardin. Donc tout ça, vraiment, ce sont des auxiliaires importants pour le jardinier. Il a fallu presque 10 ans pour que se mette en place un nouvel écosystème. Aujourd'hui, le château cherche ces dernières petites zones qui pourraient gagner en biodiversité. Et là, je t'amène sur la prairie, on en avait parlé. Ouais, super, ouais. On l'a pas tondu, la première saison. Alors, je t'avoue, ça nous arrange aussi un petit peu parce que ça nous fait du travail en moins. On commence à avoir pas mal de plantes. Cette petite surface fait partie des préconisations de Jean-Michel. Une zone test pour laisser pousser les herbes, les fleurs et favoriser ainsi la venue de nouvelles espèces. On va regarder en plantes ce qui a poussé un petit peu. Et puis je commence à voir pas mal d'insectes, on voit pas mal de papillons. Oh, une magnifique sauterelle verte là. Super. Ah, voilà, juste là. Juste là. Attends, on les attire. Ça c'est gagné ça. Alors la sauterelle verte, c'est une première. Ça serait bien qu'on mette un panneau en fait à destination du public. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors tu sais qu'on n'aime pas trop mettre des panneaux partout, c'est pas trop un jardin pédagogique, mais c'est un jardin historique. Mais là, c'est une zone où les visiteurs viennent admirer la vue, le château un peu d'en haut. Et là, ça ne poserait pas de problème justement de faire un peu de pédagogie, leur montrer pourquoi c'est pas fauché, parce qu'ils ont l'habitude à Villandry que tout soit propre, donc il faut vraiment leur expliquer là, je pense. Expliquer les expériences et surtout montrer les résultats.
Dans un jardin tiré au cordeau, la vie est là. Aujourd'hui, elle pénètre plus loin même, dans les recoins privés du château. Wow, on passe au-dessus de la tête. Ah, ouais, au niveau du cri, c'est des hirondelles rustiques. Les écuries restant ouvertes 365 jours par an, une colonie de 15 couples s'y est installée. Une main-d'œuvre saisonnière inestimable pour les jardiniers. Elle a un rôle hyper important en fait parce qu'elle mange des grosses quantités d'insectes tout autour du château. Et... Ça va très très bien pour le jardin. Ah bah c'est super, pour voilà. protéger mes légumes. Ouais. Ouais, très bien. Ouais. C'est un bon équilibre, je pense, entre l'oiseau et le... Donc on va continuer à les tolérer là. Ah bah oui. Cela ne tenait qu'aux hommes de faire de Villandry un château de la vie sauvage. Un pari réussi dans ces jardins qui, par-dessus le marché, se mange. Julien Robert, écologue et agronome de formation, travaille pour Natura 2000, un réseau qui protège le patrimoine naturel en Europe. Sa mission, faire connaître les liens, parfois très complexes, entre animaux et activités humaines. Sa zone de travail s'étend sur un vaste territoire, entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On est sur la partie la plus sauvage de la lagune de Sals-le-Cat parce qu'on a une partie est qui est hyper urbanisée, avec les stations balnéaires de Port-le-Cat et du Barcarès. Mais par contre, toute la bordure ouest de la lagune est restée assez sauvage. C'est même un réservoir de vie. Dans l'étang saumâtre, des hectares de roselières dissimulent les nurseries de poissons, batraciens et oiseaux. Les insectes, en revanche, y sont trop nombreux. Un déséquilibre qui nuit parfois aux hommes et aux cultures. Face à la dangerosité des traitements chimiques, un allié naturel s'impose, la chauve-souris. Les chauves-souris sont des gros prédateurs d'insectes, notamment des moustiques. Et elles en mangent l'équivalent de leur poids dans une nuit, ce qui correspond à peu près à 600 moustiques par heure. Un efficace anti-moustique donc, et un auxiliaire peu connu des agriculteurs. On a découvert depuis peu que les chauves-souris étaient aussi des grands prédateurs d'insectes nuisibles pour la vigne, notamment le ver de la grappe, le démis, qui est un petit papillon qui vient de faire développer sa larve dans les grains de raisin, et la chauve-souris en raffole. Cependant, l'animal a une particularité. Il chasse la nuit et doit se reposer le jour dans un lieu calme et obscur. À proximité de son garde-manger, il n'y a qu'un gîte possible, la forteresse de Sals. Mais ce refuge hors du commun est aussi un monument historique ouvert au public. Dilemme, comment protéger la chauve-souris alors que son habitat se visite? C'est tout l'enjeu du travail de Julien. Bonjour, ça va? Ouais, très bien, et toi? Ça va, Fabien? Transfère la tête. Allez. Ça va, vous avez un beau programme aujourd'hui? Bah ouais, comme d'habitude, on va essayer de faire toute la forteresse dans la journée. 2 fois par an, Julien programme une inspection scientifique. Elle est réalisée par l'un des plus éminents spécialistes de la chauve-souris, le chiroptérologue Fabien Sanet. Le monument doit être ausculté dans ses moindres recoins, étage par étage. En plein jour, les chauves-souris sont au repos, bien cachées. Un détail permet cependant de les repérer. Tiens, il y a du guano là. Ah, il n'y en avait pas la dernière fois. Là. Il est frais en plus. En plus, celui-là, il brille. Ouais, bah, c'est tout frais, puis c'est énorme. Ça doit être de l'oreillard ou du petit murin, je pense. Sur les 34 espèces de chauves-souris présentes en France, la forteresse en abrite la moitié, dont 4 hautement patrimoniales. Le Minioptère, le murin de Capaccini, le grand rhinolophe, le murin à oreille chancrée, ce sont 4 espèces visées par Natura 2000, qui listent en fait des espèces qui sont rares et menacées en Europe et pour lesquelles l'État français, comme tous les États de l'Union européenne, s'engage à prendre des mesures spécifiques pour préserver les populations de ces espèces. Quoi. Pourquoi tant d'espèces s'y sont réfugiées? Le monument déploie une multitude de grottes aux caractéristiques variées.
Des étages supérieurs aux caves des canonnières, le dédale de salles et couloirs offre un choix de température entre 12 et 30 degrés. Un assortiment de plafonds rugueux, un éventail de taux d'humidité, une obscurité constante. Bref, un palace pour chauves-souris. C'est la période de reproduction de ces mammifères volants. Approcher leur maternité demande la plus grande discrétion. Donc l'idée c'est de faire 2 ou 3 photos pour limiter le dérangement au maximum. Il y a la couleur, donc on peut faire la distinction entre les adultes bruns roux et les jeunes qui sont plutôt gris. Tu vois le guano là, il y a encore du guano bien frais. Et en fait les bestioles arrivent par le haut là. Il y a une salle ici avec les belles roues. Et puis toute la poussière, c'est un mélange de poussière et de guano, de vieux guano, donc ça doit faire un bout de temps qu'elle est là, la colonie. D'accord. Ok, donc il y a un essaim, 2 essaims, donc je vais faire des photos. Il y a 2 ou 3 jours, des petits sont nés. Ils n'ont pas de poils. Les femelles les tiennent au chaud dans leurs mains, qui sont aussi leurs ailes. C'est une colonie mixte. Le murin à oreilles échancrées avec ses grandes oreilles et le grand rhinolophe avec son nez aplati qui cherche une place au chaud. Comment ne pas s'étonner devant la morphologie de cet animal volant qui n'a rien d'un oiseau? En règle générale, les chauves-souris sont fidèles à leur habitat. Malgré les aléas de l'histoire, on atteste de leur présence dans la forteresse depuis 5 siècles. C'est un bâtiment militaire espagnol passé finalement aux mains des Français. Achevé en 1502, d'abord poste frontière, prison, puis entrepôt de munitions, elle se camoufle à demi enterrée. Louis XIV veut détruire la forteresse, mais c'est trop cher. On l'abandonne, livrée à elle-même comme une coquille vide. Alors, pendant des décennies, des milliers de chauves-souris s'installent dans cette grotte qui leur va si bien. Jusqu'au jour où l'on décide de restaurer le monument et de l'ouvrir au public. Depuis les années 80, les chiroptères se reposent à proximité de visiteurs bruyants. Près des écuries, dans les contremines, une colonie de petits murins résiste tant bien que mal aux nuisances. Alors là c'est toute la problématique justement de la forteresse, c'est la diffusion des bruits, des parties visitables jusqu'aux contremines qui ne sont pas visitées. Et là en particulier parce qu'on a la colonie de petits murins qui est juste derrière dans la cheminée. La nuit approche. L'heure du réveil des chauves-souris. Julien et Fabien profitent du départ à la chasse pour compter les nouveau-nés et les nourrices restés pour s'en occuper. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Il y a un grand rhino qui cache tout le monde. Qui cache un peu pas mal de monde. Ouais, il prend de la place, on va dire au moins 34 derrière, au moins 34 adultes quand même. Donc on est à peu près sur les mêmes chiffres que l'an dernier. La colonie mixte est stable. Chez les petits murins, en revanche, il est trop tôt pour se prononcer. On sait que l'effectif a fortement chuté depuis les années 90, où il y avait environ 200 petits murins. Maintenant, il en reste une vingtaine. Donc là, cette espèce... Après, il a chuté, mais depuis 3 ans, on constate quand même qu'il y a de plus en plus de naissances pour le petit murin. Au début, on n'avait que 1 ou 2 juvéniles. L'année dernière, on en avait un petit peu plus. Peut-être cette année, on en aura encore un peu plus. Bilan de l'inspection, les populations de chauves-souris ne tiennent qu'à un fil. Quelle solution y a-t-il pour concilier la présence de l'animal avec le tourisme culturel? D'un côté, l'Union européenne oblige la forteresse à protéger l'animal. De l'autre, le monument, lui aussi, a besoin d'être dorloté. Entretien courant, travaux de restauration, sécurisation.
Nathalie Fernandez, coordinatrice des travaux, vérifie le travail des maçons. Attention à la tête. Dans ce couloir récemment rafraîchi, il a fallu encourager une technique originale. Moi, je voulais les boucher, mais monsieur l'archéologue, défenseur des chauves-souris, a dit non. Il y a pas assez de trous même. Non, mais ici, là, c'est niche-là qu'on a repris, là, mais oui. L'intérieur, on l'a pas refait. Un travail volontairement inachevé pour loger des chauves-souris. Les chauves-souris, j'y connais pas grand-chose. À part les voir, pour moi, c'est toutes les mêmes. Mais quand on a le scientifique qui nous parle de ça, oui, on y prête l'oreille et puis on se dit, finalement, on travaille pour une bonne cause, quoi. À peine un tiers de la forteresse est accessible à la visite. Les appartements du gouverneur, par exemple. L'ensemble du donjon qui le protégeait. Les salles communes des officiers. Ou encore les cachots où croupissaient des prisonniers. Pour le reste, chaque accès doit être à la fois pensé pour la circulation des visiteurs et le passage des chauves-souris. Un casse-tête à gérer pour les équipes de la forteresse qui font régulièrement appel à Julien. Alors, il nous demande surtout de l'informer et de l'alerter si on a des travaux de prévus et de l'informer suffisamment en avance pour voir l'impact que pourraient avoir les travaux sur la vie animale, entre autres les chauves-souris. Parfois, il faut opérer des séparations atypiques, comme ce filet anti-chat. Les félins qui errent dans le monument attrapent fréquemment les chauves-souris en vol. Alors tu vois, la pose du filet. Super, ça va bien permettre les chats, ils vont pas pouvoir passer. Force est de constater que dans les années 60, on avait vraiment une grosse colonie de minioptères qui était présente ici, puisqu'il y avait plus de 1500 individus qui étaient recensés, avec en plus, a priori, une colonie de reproduction. Depuis les années 80, la colonie n'existe plus. Ça coïncide un petit peu avec l'ouverture au public de la forteresse et l'installation des fameuses portes qu'on a juste derrière. Donc là, l'idée, c'était de remettre en place les conditions optimales pour que la colonie peut-être revienne un jour. Julien nous a demandé de laisser un passage assez important pour que les chauves-souris puissent sortir et rentrer. Oui. Tu as vu, on a fait un essai. On a retiré un barreau, enfin Eric a retiré un des barreaux. Bon, il s'avère que c'est pas assez important, l'ouverture. Donc là, on va te demander de retirer la porte complète. Dégonder complètement, oui. Ok. Bon, ça c'est vu. Inclina para ali, mete les deux lados. Ici, ici. Là, là, voilà. Voilà, encore. Voilà. On a retiré cette porte qui n'avait pas un enjeu historique. C'est une porte assez contemporaine. Là, c'est juste une grille. En plus, on n'a pas touché à la maçonnerie puisqu'on vient se mettre en force. Donc, on ne touche pas du tout au bâti. Très bien. Par une gestion vertueuse, forteresse et chauve-souris commencent à trouver un bénéfice mutuel. Reste à communiquer sur un animal encore mal aimé. On se sert effectivement de l'accueil du public en place dans la forteresse pour pouvoir les sensibiliser et, entre guillemets, les utiliser comme messagers pour qu'ils viennent relayer les informations sur les chauves-souris dans leur vie quotidienne. Des informations bientôt au programme des futures visites guidées. Pour qu'ici, quand on ferme les portes, on se souvienne toujours un peu de qui on laisse à l'intérieur. Que se passe-t-il quand le tourisme prend encore plus de place ? En reste-t-il pour la vie sauvage ? On ne présente plus le pont du Gard. Vestige de l'époque romaine, connu aux quatre coins du monde, qui fait la fierté de toute une région. Ce pont, plus haut édifice jamais construit il y a 2000 ans, servait à transporter de l'eau pour le confort des bonnes maisons de Nîmes. Il est un des monuments les plus visités en France. Chaque été, il attire 1 million de visiteurs émerveillés. On nous a dit qu'il y avait deux choses à voir absolument. L'une d'elles, c'est le pont du Gard. C'est imbriqué dans la nature, ça vient naturellement vers vous. Derrière et autour de ces pierres se dissimule un trésor beaucoup moins connu, un patrimoine vivant. Il a son porte-parole, Gilles Larnac, un gars du coin, médiateur entre la nature et les hommes. Il en a fait son métier,
chargé de mission pour la biodiversité au département. Je suis du village, je suis vraiment attaché à ce pont parce qu'il fait partie de mon identité. C'est une destination touristique, mais il y a aussi une biodiversité extrêmement riche. Sans doute l'un des départements les plus riches en termes de diversité animale et végétale de France. Et c'est quelque chose qui est vraiment méconnu et que je souhaite participer à faire mieux connaître. Le monument, lui aussi, a son défenseur. Il s'appelle Denis Magnol. C'est l'architecte des bâtiments de France chargé de sa conservation. Gilles a voulu réunir l'architecte et un ornithologue, Béranger Rémy, spécialiste des oiseaux du Pont du Gard. Le but, faire se rencontrer deux mondes. Alors là, on vient de quitter le pont Pitot, 18e, et on est sur l'ouvrage romain. Et regarde le nid d'hirondelles de rocher, là. Hirondelles, choucas, martinets, reptiles. Le monument est une falaise de rechange où les petites cavités ressemblent à s'y méprendre à des habitats naturels. Est-ce que les oiseaux creusent ou est-ce qu'ils vont dans des cavités existantes? En aucun cas, ils creusent. Après, il y a peut-être des problèmes avec les déjections qui peuvent être un peu acides et qui peuvent un peu attaquer le calcaire. C'est avant tout les pluies acides qui s'infiltrent sous les arches et rongent le calcaire. Une fois ces trous devenus assez grands, alors les oiseaux en prennent possession pour y faire un nid. Je ne pourrais pas, au niveau de la construction, laisser perdurer cette cavité qui poserait des problèmes plus importants après. Il nous faudrait un inventaire de ces cavités. Les petites cavités, les grandes cavités, celles qui sont occupées, celles qui sont susceptibles de générer des problèmes structurels. Les trous doivent être bouchés au risque d'engendrer des fissures dans les blocs de pierre. Mais a-t-on le droit de déloger les oiseaux? Est-ce qu'il y a des espèces protégées qui nichent? Je pense que toutes les espèces qui sont sur le pont du Gard sont protégées, de point de vue de la loi. Voilà. On n'a pas le droit ni de les déranger, ni de les détruire, si on respecte scrupuleusement ce que disent les textes. Les choucas des tours sèment des graines de figuier dont les racines soulèvent les blocs. Des plantes qui dénaturent aussi l'esthétique du monument. Quand on parle du chouca des tours, il niche sur le pont du Gard, certes, mais on a les gorges, on a, je sais pas, 15 km de gorges, où des nids, il peut en avoir des dizaines, des centaines de choucas des tours s'il veut. C'est pas comme si on était sur les derniers choucas des tours qu'on en trouve en France ou quoi. Donc là, on accède au 3e niveau de l'aqueduc, qui est la canalisation proprement dite. Je vais passer devant. Ok, bah oui, là on pourra. Alors c'est un petit peu exigu, tout ça ici, ça n'a rien de romain. Pas mal, hein? Là que ça ferait rêver. Oui. Là, on rentre dans le tuyau. Les trois hommes sont dans la fameuse canalisation de l'aqueduc. Les touristes y ont accès, de même que les oiseaux. Ah, il y a carrément un œuf. Prédaté par un petit carnivore. Ouais, certainement. Qui est venu le manger ici, puis voilà, il a laissé ses restes de repas. Donc là, vous pensez que les oiseaux viennent dans cet espace-là à l'intérieur Gilles a atteint son but. Que l'architecte et l'ornithologue reconnaissent ce pont comme monument fragile, mais aussi comme refuge de la vie sauvage. Le pont du Gard est en réalité un site naturel classé réserve de la biosphère. Il s'étend sur plus de 7000 hectares. Forêts, garrigues, sentiers, rivières, au cœur duquel vit une faune d'une grande diversité. Devant le pont, on peut croiser le renard en plein jour. Des ragondins, des loutres et des espèces très rares comme le castor. Tôt le matin, les agents d'entretien font des rencontres mémorables. Les plus exceptionnelles ont eu lieu pendant la période de confinement. J'ai jamais vu autant de faune depuis que je travaillais sur le site. Les aigles de Bonelli, que je voyais pratiquement tous les jours, qu'avant on ne voyait pas. Parce que plus il y a de la population, et moins il y a d'espèces qui sortent, quoi.
Donc là, franchement, tous les jours, c'était au calme. Quand je voyais ça, je dis, on était au paradis, quoi. L'aigle de Bonelli, ce rapace majestueux, est l'un des 50 survivants de son espèce en France. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. C'est un endroit extraordinaire, c'est magique. On est presque seul au monde, mais pas presque, quoi. Un objet volant non identifié. Voilà, ce qu'on ramasse chaque matin. Ces vestiges du tourisme rappellent la réalité du monument en période estivale. 2 à 3 000 visiteurs par jour. Autant de dérangements pour la faune aquatique, les oiseaux qui nichent sur le pont et les animaux de la forêt. Comment assurer le respect de la nature en continuant d'accueillir toujours plus de touristes ? L'idée, c'est vraiment d'arriver à ce que le public profite un maximum de ces espaces naturels sensibles. Donc il y a un cheminement qui est fait entre la rive gauche et la rive droite. C'est un parcours pédestre qui fait à peu près 1 km de long. Mais au-delà de ça, nous, l'idée, c'est qu'ils sortent de ce cheminement et qu'ils aillent vraiment découvrir la nature environnante. Les visiteurs ne suivent pas toujours les itinéraires conseillés. Dans la garrigue, on peut aisément quitter les sentiers. Il y a des périodes, on va voir des groupes de gens emprunter un chemin, qui se sont créés carrément un chemin, un peu clandestin en pleine garrigue. Donc ceux-là, oui, ceux-là sont dérangeants. On a certains petits passereaux qui nichent dans des buissons qui sont très bas. Si on traverse à côté, là, on le dérange, il quitte son nid. Combien de promeneurs se rendent compte de cette richesse naturelle ? Trop peu, selon Gilles Larnac. Il connaît cette rivière mieux que quiconque. Il y fait des heures supplémentaires par passion. Pour sa passion. Pour une espèce d'autant plus fragile qu'elle a failli disparaître totalement de France et d'Europe. Le castor. C'est une espèce qui a failli disparaître, mais il restait il y a un siècle une quinzaine de familles en tout et pour tout en France. Une grosse dizaine de familles étaient cantonnées notamment dans les gorges du Gardon ou sur le secteur du Pont du Gard. Donc c'est une espèce qui n'a jamais disparu de France grâce à ce bastion d'individus qui a subsisté dans ce secteur du Pont du Gard. Comment le castor a-t-il pu s'adapter à la présence toujours plus envahissante des hommes ? L'avantage du castor au niveau de sa biologie, naturellement, en fait, elle est plus nocturne que diurne. Après, il n'y aurait pas l'espèce humaine sur Terre, peut-être qu'on verrait plus de castors le jour. Mais c'est un animal qui a su s'adapter. Finalement, comme il est herbivore, il n'a besoin de manger de la végétation sur la berge. Il peut la trouver la nuit comme le jour. On protège ce que l'on aime et l'on aime ce que l'on connaît. C'est la philosophie de Gilles, qui pense que pour connaître la nature, il faut d'abord la rencontrer. On s'approche de la rivière. Gilles consacre son temps libre à transmettre sa passion pour le castor. Avec son association Pile Poil, il emmène des groupes pour espérer voir le plus gros rongeur de France. Fausse alerte, c'est un ragondin, reconnaissable à son dos qui dépasse de l'eau. Tout à coup, une nouvelle rencontre. Un jeune renard.
Un peu plus tard, c'est une jeunette sur l'autre rive. Une première pour Gilles qui n'en avait jamais vu de si près. C'est carnivore. C'est trop beau. Ouais, mais c'est carnivore. Mais toujours pas de castor sur les écrans. Où est-il passé ? Alors que les enfants commencent à s'impatienter. Il y a un castor qui s'approche. Un jeune castor, la queue en l'air, fait son apparition. Suivi par un parent. Il y a donc une famille qui s'agrandit. Pour Gilles, c'est la preuve que la protection de l'espace naturel autour du monument porte ses fruits. Partout en France, grâce à la collaboration d'hommes et de femmes qui mettent leurs efforts en commun, la vie sauvage trouve sa place au cœur de notre patrimoine. Et les visiteurs, une autre façon de le découvrir.